Patrice, il l'aime toujours pas plus. Non, je l'aime. Elle a du cachet. Elle a son punch. Ouais. Alors, cette semaine, dans la chronique OS, évidemment, j'ai divisé les chroniques en fonction des OS. Alors, on commence par le merveilleux monde d'Android. La première nouvelle qu'on a, c'est... Et pourquoi qu'on va là-bas? OK, parce que ma souris est là. Ben oui. Ce que l'on sait de DroidBot, ce malware qui vole les données des applis bancaires, ça, c'est Challenge FR qui nous apprend ça. Ils ont découvert un malware qui s'installe via des fausses applications. Et là, je vous dis tout le temps, là, les gens essaient souvent de sauver de l'argent en s'installant des... Les gens ne veulent pas payer, exemple, pour OpenAI, Patrice. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont dans les magasins d'applications Android et téléchargent des supposées applications pour faire des montages photos à partir d'intelligence artificielle et autres détails de genre. Et c'est souvent là que va se cacher, puis là je dis l'intelligence artificielle, mais ça peut être des faux antivirus, ça peut être d'autres choses. Et l'application, Patrice, elle est capable d'intercepter même les codes SMS que ta banque t'envoie. Oh boy. Ouais. Donc, c'est très problématique. Le problème, c'est que Google ne voit pas nécessairement les applications lorsqu'elles arrivent dans le Play Store. Donc, vous n'êtes pas nécessairement en sécurité. Par chance, il existe des applications qui permettent de scanner votre appareil, que vous pouvez télécharger dans la boutique Play Store, qui, eux, sont capables de détecter ce genre de problème-là parce que souvent, ils vont s'autoriser des permissions, Patrice, qu'ils n'ont pas droit. Tu sais, tu télécharges une application pour faire de la gestion, générer des images IA, puis l'appareil te demande un accès à tes SMS. Ah oui. Un accès à ton contrôle écran. Un accès à ton micro. Ben, ça peut avoir du sens si tu fais du montage vidéo, mais vous comprenez un peu l'idée. Donc, parfois, dans vos accès, les autorisations que vous donnez, vous vous mettez en danger. Donc, faites attention. C'est à surveiller. Et je vous dirais que c'est la raison majeure actuellement qui fait que les gens se font voler leurs données bancaires et apprennent « Mon Dieu, je viens de voir 2000 $ disparaître de mon compte. » C'est souvent de cette manière-là, y compris les méthodes d'arnaque habituelles qu'on entend parler. Google est dans la controverse, Patrice, avec iMessage. Excuse-moi, message. Tu sais que Google a fait de la pression depuis des dizaines d'années pour que Apple ouvre son infrastructure au RCS. On en a parlé un peu. Ouais. Bon, Apple a ouvert son infrastructure au RCS. Et là, la semaine passée ou la semaine d'avant, on a parlé que l'FBI mettait en garde les gens comme quoi qu'il y avait le système téléphonique américain et probablement mondial était gangréné par la Chine parce qu'ils avaient intégré plusieurs couches du système téléphonique et qu'il fallait faire attention de bien encrypter nos messages. Et là, la controverse vient du fait que partout sur l'application message de Google, ça dit envoyer des messages encryptés en toute sécurité, blablabla, blablabla. Le problème, Patrice, dans les fine print qui ne sont pas imprimés, c'est que l'application ne te dit pas « Oups, ne marche pas si ton téléphone est plus vieux que. » OK. Oups, ne marche pas si c'est envoyé à un téléphone Apple. Oups, ne marche pas sur tel modèle. Donc ça, les gens ne sont pas au courant. Donc, ils vont télécharger l'application message en se disant « C'est Google, c'est fiable, on peut se fier, ça dit que c'est encrypté d'un côté à l'autre. » Je vous dirais oui, dans la mesure où vous parlez en deux S24 Ultra, vous n'aurez pas de problème. Mais si votre SMS RCS part de votre S24 Ultra vers un de vos amis qui a, tu sais, vous avez toujours ce genre d'amis-là qui a encore un Galaxy S7 qui date de 2007, 2008, ben ça se peut que votre SMS ne soit pas encrypté et non pas protégé et vous allez avoir un faux sentiment de sécurité alors que ben c'est pas le cas. Donc, c'est un petit peu la polémique actuelle. C'est Clubic qui nous apprenait ça cette semaine. Ah oui, Patrice. On a de la compétition chez Vision West. Oui, j'ai vu ça passer, Samsung.
Samsung qui s'allie avec Google pour présenter le prochain système d'exploitation qui va s'appeler Android XR, qui est un système d'exploitation pour la réalité virtuelle, pour Android, qui est un système d'exploitation ouvert. Donc, tous les constructeurs vont pouvoir ajouter leurs petits ajouts, leurs petits apports. Et évidemment, c'est sans surprise que Patrice, ça ressemble beaucoup à Vision OS, puis ça ressemble beaucoup à Meta. Là, avant que les gens paniquent en disant « Oui, mes copies, gang, il n'y a pas 2000 façons intelligentes d'afficher une fenêtre dans le vide puis de l'agrandir. » À un moment donné, on finit par arriver à peu près tout à la même solution pour faire la même affaire. Donc oui, c'est possible que l'OS se ressemble un peu plus dans certains détails. On va regarder une petite vidéo ensemble de ce que ça donne. Hey Gemini. Yes. Which one is spicier, the beef bulgogi or the bibimbap? Bibimbap is spicier, bulgogi is sweeter. 다음 분. 안녕하세요. 무엇을 주문하시겠습니까? Beef bulgogi? 네, 16불입니다. 아, 그리고 현금만 받습니다. 감사합니다. 옆에서 기다리시면 돼요. Oui, mesdames et messieurs. Alors... c'est vers ça qu'on s'en va, oui. Ouais, Patrice, c'est vers ça qu'on s'en va. Tu as raison de le dire. D'abord avec des casques lourds, encombrants, dérangeants parce qu'on doit mettre la batterie quelque part, parce que ça prend de l'énergie. Mais dans un avenir pas si lointain, et on le voit d'ailleurs avec le projet de Meta avec les Ray-Ban, on se dirige forcément vers les lunettes qui avaient déjà été essayées il y a une dizaine d'années, que ça avait été un scandale pour la vie privée. Mais là, ça va revenir d'une autre manière. Et je vous le prédis, dans 10-15 ans, je vous dis, là, 10-15 ans, tout le monde, au lieu d'avoir un simple téléphone, va avoir sa paire de lunettes électroniques. Et là, vous êtes en tabarnouche après votre chum ou votre blonde au restaurant parce qu'il est tout le temps dans son téléphone. Ça n'arrivera plus. Sauf que votre chum ou votre blonde va avoir l'air de ça, Patrice. Oui. Puis tu ne regarderas pas dans les yeux. Fait que ça se peut que ça ne règle pas vraiment le problème. Puis là, évidemment, il y en a qui vont dire oui, mais on va toujours avoir besoin du téléphone parce que je veux pas me promener dans la rue, Patrice, puis OK, ouvre mon compte de banque. Là, paye 80. Tu sais, tu comprends? Oh, oui, c'est ça. Fait que forcément, à un moment donné, tu vas quand même avoir besoin de ton interface où il va améliorer les gestes à un point où tu vas avoir l'air d'un cave en train de gérer dans le vide. On sait pas trop ce que tu fais, mais il va quand même y avoir encore besoin de la pile, du téléphone ou du boîtier qui va traiter, qui sera probablement pas après les lunettes. Donc, je vous prédis encore quelques bonnes années pour au moins cette partie-là, mais il va y avoir un ajout. Donc, pour le moment, c'est la montre connectée qui est le grand pan de l'histoire. Et moi, je vous prédis qu'on va probablement se diriger vers une paire de lunettes au lieu de la montre. Et comme j'ai déjà dit dans un autre épisode, ce que je pense, c'est que les compagnies vont trouver des façons pour morceler le processing, le temps de traitement sur divers appareils, que ce soit une montre, un téléphone, pour pas que ce soit juste, par exemple, les lunettes qui travaillent et que ça dépense la batterie à pu finir pour ça. Là. Exact. Ouais. Linux. 3 belles nouvelles cette semaine dans le monde de Linux pour ceux qui m'accusent de ne pas être équilibré dans la vie. Alors, du côté de Linux, tu as Linux Mint qui sort sa distribution 22.1, la version bêta qui va s'appeler Xia, qui est vraiment très cool. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Mint, bon, tout le monde a déjà entendu parler d'Ubuntu, qui est une version, je vous dirais, Linux qui s'est fait connaître du grand public parce qu'elle est facile d'installation, parce qu'il y a beaucoup d'aide,
parce que l'interface, elle est intuitive, ces choses-là, elle est visuellement attirante. Ben, il y a Mint, qui est une autre distribution faite par un autre groupe, qui se rapproche de Windows, Patrice. Donc, pour ceux qui ne veulent pas être trop débalancés par le look, les fenêtres, la façon de fonctionner, ben, Linux Mint permet d'être configuré avec des thèmes à un point où il peut même ressembler à un Mac. Oui, j'imagine. Alors, quelqu'un qui voudrait, et ça, c'est comment ça marche, qui nous apprend ça, peut très bien télécharger Linux Mint. Et je vous le dis, dans les prochains mois, et on va en reparler beaucoup parce que, étant donné que Windows 10 s'en va, ben, ça va devenir de plus en plus une option. Prochaine nouvelle, c'est Zelnet qui nous apprend ça. Linux 6.12 devient le nouveau noyau Long Term Service. Normalement, les noyaux Linux, on les mettait à jour à tous les 6 ans. Mais depuis quelque temps, avec les récents changements, la prise en charge de plus en plus de matériel et le fait que les gens s'intéressent de plus en plus à Linux au niveau public, a obligé évidemment à augmenter la rapidité d'adoption. Et présentement, ben, on change les noyaux à environ 2 ans, Patrice. Et le noyau Linux 6.12 va avoir quelques nouveautés super intéressantes. Une des nouveautés, il va avoir un système de gestion de tâches en temps réel. Donc, ce qui veut dire que vous allez pouvoir, un peu comme dans un gestionnaire de tâches Windows, rentrer dans les tâches qui sont exécutées dans votre noyau et définir des priorités ou des priorisations en fonction de vos besoins. Il va y avoir un nouveau système d'erreurs code, un peu comme Windows avec les erreurs event 0x, blablabla. Donc, Linux se dote d'un système de rapport avec des erreurs et une possibilité de travailler en temps réel dans le cas d'un crash au niveau du noyau. Donc, pour récupérer, donc, il va y avoir beaucoup plus de stabilité puis plus de sécurité au niveau du noyau. Donc, c'est d'ores et déjà disponible pour la plupart des distributions. Je suis allé tantôt sur Ubuntu. Puis ils annonçaient hier que la mise à jour allait être rendue disponible pour Ubuntu. Donc, allez voir dans votre distribution, peu importe la saveur que vous utilisez, probablement que la mise à jour du noyau est déjà disponible. Ah oui, puis il va y avoir aussi un système de gestion de paquets plus évolué parce que Dieu sait que sous Linux, la gestion des paquets, qui est un équivalent, disons, de la gestion des mises à jour et des pilotes de Microsoft, va être améliorée. Donc ça, c'est un côté qui était complexe un peu. Et parfois, pour les gens qui ne s'y connaissaient pas super bien en Linux, c'était assez facile de foutre le bordel, Patrice, parce que tu pouvais mettre à jour un mauvais paquet et ton Linux ne redémarre plus. Ouais. Fait que c'est particulier. Donc, mais faites-vous-en pas, les versions grand public comme Ubuntu sont généralement à toute épreuve. Je ne vous dis pas que c'est impossible de vous foutre dans le bordel, mais c'est un peu plus difficile. La fin de Windows 10 est proche. C'est le temps de s'habituer à Linux. Alors, oui, Windows 10 s'en vient. J'ai des nouvelles côté Windows qui s'en viennent dans pas long, qui vont me faire un petit trait là-dessus tantôt. C'est le temps de vous lâcher. Puis, Linux, si vous avez un ordinateur pour votre enfant, que vous n'avez pas les moyens de vous acheter une licence, qui s'en sert juste pour aller sur Internet, faire quelques traitements de texte, vous n'avez pas besoin de Windows. Installez-vous une distribution Linux. Vous allez avoir OpenOffice qui est gratuit, qui fait sensiblement la même chose que Word, qui prend en charge les documents doc, les documents Excel. Vous allez avoir accès à votre YouTube, à vos documents, à vos choses. Et la plupart des programmes que vous utilisez dans la vie de tous les jours sont déjà disponibles. Et ça va même plus loin parce que tu as Steam qui est de plus en plus présent pour les joueurs sur Linux. Donc, même l'écosystème de jeux commence à être de plus en plus présent et adapté au monde Linux. Donc, sautez, faites le pas. Puis, une belle façon de sauter, c'est d'aller dans DistroC, que j'ai parlé la semaine passée. Là. Il y a quelqu'un qui parle, Sébastien, oui, Ubuntu, Kubuntu ou encore l'Ubuntu Lite, c'est parfait pour un vieux PC, effectivement. Ça s'adapte super bien. Mint aussi, en passant, Sébastien, très, très bon. Et Mint est un peu moins
facile à l'installation. Mais bon, si vous voulez tester, il y a DistroC que vous pouvez tester dans le navigateur que j'ai parlé de la semaine passée. Une fois que vous avez testé puis que vous trouvez votre distribution Linux intéressante, vous pouvez l'installer dans une clé USB. Il y a tout un processus pour l'installer. C'est pas super compliqué. Vous utilisez Rufus, ces choses-là. Vous installez la clé dans votre ordinateur, vous redémarrez en live CD et vous allez avoir la possibilité de la tester directement dans votre ordinateur sans même l'avoir installée. Donc, gênez-vous pas. Lâchez-vous lousse, n'ayez pas peur. Ça ravive un vieux PC ça lui donne du poil de la bête, comme on dit. As-tu déjà joué un peu avec Linux, Patrice? Légèrement. Surtout au niveau serveur pour... évidemment, la majorité des serveurs web sont des serveurs Linux. Donc, de ce côté-là, mais pas nécessairement sur la partie PC. J'ai déjà utilisé OpenOffice parce que c'était très utile au niveau de la gestion des fichiers CSV pour des clients qui avaient besoin de convertir des données puis que Excel était l'enfer. Donc, on allait vers OpenOffice puis ça allait quand même assez bien. Il y a Fred Gamache qui nous parle de PopOS. Je ne sais pas si tu connais, Patricia. PopOS, oui, tout à fait, aussi. Excellent, excellent. Autre chose qu'il faut savoir qui est intéressante avec Linux, c'est que pour ceux qui sont habitués avec les Mac, c'est une infrastructure qui se ressemble beaucoup, évidemment. C'est basé sur la même fork de famille qui fait que la façon que c'est construit, on s'y retrouve dans la façon de gérer les paramètres, les écrans, les choses du genre. Fait que si vous êtes habitué dans Apple avec Mac, OK, ça ne sera pas formaté de la même façon. Mais l'idée, la façon de travailler dans un Mac se retrouve étrangement sous Linux. Et la façon de travailler avec un terminal sur Mac est essentiellement la même sur Linux. Donc, lâchez-vous lousse. Du côté de Windows, Patrice, des super nouvelles. Ça, c'est... Ta souris cool. cache le haut, là. Ben oui, encore. Ça, c'est fucking cool, Patrice. T'as-tu déjà entendu parler de Link for Windows? Non. Lien pour Windows est une application que Windows a développée il y a 4-5 ans qui s'améliore de fois en fois, qui a été développée en partenariat avec Samsung au départ, qui permet de linker ton téléphone avec Windows. Puis, ça permet de voir dans un premier temps tes notifications que tu reçois sur ton téléphone dans ton ordinateur. Hein. Ça ressemble étrangement à l'application que Apple a lancée il y a quelques semaines pour l'iPhone avec 18.01. Mais là, ce qui est génial, Patrice, c'est que Windows l'étend au iPhone. OK, fait qu'on peut partager l'info avec notre iPhone. Et là, j'ai linké mon Pixel 8 Pro à Link for Windows et j'ai linké mon iPhone 15 à Link for Windows. Ce qui veut dire que dans mon ordinateur actuellement, j'ouvre Link for Windows, j'ai mes iMessage, j'ai mes appels, j'ai mes notifications. Je peux copier-coller des fichiers comme je fais dans un Mac, Patrice. Je sais pas par quel... Je sais pas. Là, j'ai eu une petite vibration aujourd'hui parce que là, j'ai dit, hey, là, Windows est en train de me donner la même chose que Mac me donne. Là, j'ai commencé à voir. Puis là, j'entends Fred Gamache qui dit, ouais, on va la ramener vers... Non, Fred, j'irai pas vers les PC. Mais c'est quand même très cool que Microsoft permette enfin de synchroniser ton iPhone avec ton PC. Bravo Microsoft, je le dis pas souvent, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup la peine. Alors, prochaine nouvelle, Patrice. Quand vous avez un problème avec votre ordinateur, Patrice, sais-tu comment on reconnaît un réparateur d'ordi d'un vrai technicien informatique? Non, je sais pas. Les réparateurs d'ordinateurs, à tous les problèmes, ils te disent la même solution. Ça, il faut réinstaller Windows, madame. Ouais. OK. Fait que quand quelqu'un te dit à tous les problèmes que tu as, il faut que tu réinstalles Windows parce qu'il ne connaît rien d'autre et que c'est sa façon à lui de réparer.
Or, il existe des façons super ingénieuses déjà intégrées dans Microsoft qui permettent de réparer sensiblement lorsque vous avez des problèmes. Et une de ces façons-là, qui est déjà intégrée à Windows, qui s'appelle Scan for Now, je ne me rappelle pas le nom. Votre ordinateur a des ratés avec des dysfonctionnements ou des plantages avant de lancer une réinstallation Windows. Essayez cette méthode simple qui peut réduire vos problèmes. En fait, vous ouvrez une invite de commande administrateur. Pour ce faire, très simple, ma gang de vous autres, faites le bouton droit de la souris sur l'icône Windows du menu démarrer. Vous choisissez Terminal administrateur. Ça rouvre la merveilleuse fenêtre noire que vous avez là. Vous tapez SFC espace / scan now et ça va scanner entièrement votre système de fichiers dans Windows. Ça va trouver les fichiers qui sont endommagés, qui sont problématiques et ça va les réparer. Déjà, il y a une partie du problème qui peut être réglée. Vous réglez 90% de vos problèmes en faisant cette simple manipulation-là. Alors, désolé, merci. Vous m'enverrez votre chèque après l'émission. Après, oui. Au nom de Patrice et Patricia. Prochaine nouvelle, t'as-tu vu ça? TPM 2.0. Ah oui. Ben là, ça, c'est gros, on en a Patrice. parlé plusieurs fois là, que c'était un problème, puis là, finalement... TPM 2.0, c'est une puce sur le CPU qui permet d'encrypter les données pour protéger le noyau, pour protéger le boot, pour protéger l'ordinateur, ces choses-là. Les ordi récents ont tous ça. Et Microsoft a basé son Windows 11 sur l'idée que pour pouvoir l'installer, ça prend TPM2. Tu ne peux pas t'en sortir autrement. Tu n'as pas TPM2. Tu ne peux pas installer Microsoft Windows 11. Et là, le chiard au niveau mondial, parce que, tu comprendras, Patrice, que tout le monde panique. Écoute, moi, j'ai un ordi, il y a même pas 3 ans. Il n'est pas TPM2. Il faut faire, je vais faire de crise d'un vidange parce que je peux pas installer Windows 11. Puis là, tu me dis que Windows 10 sera plus bon l'année prochaine. Fait que là, je suis pogné avec un ordi, je vais être obligé de sacrer d'un vidange. Et là, Microsoft est comme pris dans une espèce de « Ouais, je comprends, mais là, achète-toi un nouvel ordinateur. » Ben oui. Ça fait un peu cave. Et là, Microsoft avait répondu « Paniquez pas, on va prolonger Windows 10 si vous nous donnez 10-12$ par mois. » Oui. Tant qu'à ça, je vais m'acheter un autre ordinateur. Là, moi. Là, le monde n'a pas trippé plus, tu comprends? Et là, Microsoft a encore dit, jusqu'à là une semaine, arrêtez ça, ça n'arrivera pas. Vous ne pouvez pas installer Windows 11 sans TPM2. Puis là, il y a un paquet de petits whiz qui ont trouvé une façon de passer à côté de l'installateur. Je t'en ai parlé la semaine passée avec Flyby, qui permet d'outrepasser l'exigence de TPM2. Et là, Microsoft revient sur sa décision cette semaine en disant « OK, gang, vous allez pouvoir l'installer pareil si vous n'avez pas TPM2. Par contre, on va vous écrire en très gros sur votre wallpaper que nous ne sommes pas responsables de votre sécurité. Puis, ça se peut que vous n'ayez pas de mise à jour. » C'est quand même un... Ben, Patrice. Ouais. Là, d'après moi, ils vont quand même faire des mises à jour parce que légalement, ça se défend pas super bien comme position. Là. Non, c'est ça. Et autre chose que j'apprenais, Patrice, que je ne savais pas. Savais-tu, Patrice, que ça s'agit des puces TPM? Non. Tu peux Ben commander ça? Tu peux commander ça. Et là, faites attention parce que les puces TPM dépendent de la motherboard que tu utilises. Il faut que tu les soutes dessus ou... Ouais, souvent, tu as des pins sur une carte mère. Ouais. Tu as des pins d'extra, puis il y a un endroit approprié pour la mettre. Et là, je vous dis tout de suite, allez lire le code et la version et la revision de votre carte maîtresse avant d'acheter quoi que ce soit. Garochez-vous pas. Ben oui. Ça coûte pas super cher. Là. Ça coûte 25$ une puce TPM, 40$. Mais assurez-vous que la motherboard que vous voulez tenter de mettre à jour vers TPM2 prend en charge cette fonctionnalité-là. Moi, j'ai fait le tour. Là. MSC, Asus, tous les gros constructeurs de cartes mères font des puces TPM2.
Donc, il y a un gros marché qui se développe là-dessus. Fait que vous avez quand même, dans certains cas, la possibilité pour quelques dollars de mettre à jour parfois votre tour d'ordinateur ou même à la limite votre portable si vous faites vos recherches un peu avant. Ça, je trouve ça cool. Ça, c'est comme être capable d'aller modifier les dip switch là, pour changer le comportement d'un appareil, d'une imprimante ou autre. Là. Donc, je trouve ça super cool. Mais t'as-tu vu le M4? Écoute, il y a quelqu'un, un petit il y a un petit whiz qui s'est dit hey, on va dessouder la RAM. Pas la RAM, excuse-moi, le disque dur. Moi, j'ai acheté une version M4, mettons, à 256 GB. Je vais dessouder, puis je vais y en mettre une d'1 giga à 1 Tera. Ouais. Auparavant, c'était pas possible. Parce qu'ils étaient signés, ces choses-là. Mais là, il s'est rendu compte que Apple avait diminué sa sécurité dans l'IM4. Ce qui veut dire qu'à cette heure, partout sur les internets, tu peux te commander une puce de 1 Tera qui est vierge. C'est important qu'elle soit déjà vierge. Il ne faut pas qu'elle ait déjà été activée dans un autre appareil. Et il est possible de la souder. Là, je vous arrête vos ardeurs. Là. Ça prend quelqu'un qui est capable de faire ça. Là. C'est de la micro-soudure. Là, puis c'est une puce que genre 192 pattes. Là. Fait que, mais ça se peut que ce soit aussi un feature qui était caché pour des besoins précis. Là. C'était peut-être pas nécessairement on baisse la garde, puis il doit y avoir peut-être une autre raison, là. Soit pour des commandes sur mesure, puis d'être capable de faire ce genre de manipulation. Là. Mais bref, le gars qui a fait ça, il dit que tu t'en vas dans une boutique pour changer, qui font ça, là, des gens qui sont très habitués, puis ça te revient moins cher que d'acheter le modèle à 512 ou à 1 Tera. C'est sûr. Bref, mais c'est un risque à prendre avec un appareil neuf. Ouais, on brise la garantie. Ouais. Du côté d'Apple, iOS, on a quelques petites nouvelles. Les utilisateurs, Patrice, sont super mécontents cette semaine. Je t'avais dit que RC, Release Candidate, la version 18.2 tombait, puis que là, tout le monde pouvait l'installer. Et tout le monde était évidemment super pressé de l'installer parce que ça voulait dire, pour à peu près tout le monde de la planète, si vous le mettez en anglais, États-Unis, vous allez tout le monde dans le public avoir accès à Image Playground, ChatGPT, le nouveau Mail, la possibilité, bref, tous les outils d'intelligence artificielle. Oui. Par contre, cette semaine, ChatGPT a arrêté de fonctionner sur iPhone. Oh! Il s'est délogué. Et là, tout le monde était mécontent que ça ne marche plus. Et là, Apple a été obligé de faire un petit mea culpa en disant on est conscient que. Et je te parle et je sais à quel point tu le sais, ça ne doit pas plaire à Apple de dépendre de quelqu'un. Non, ça c'est clair. C'est clair. Puis d'après moi, si on était dans la chambre avec Tim Cook, il y a quelque chose qui se dit qui ressemble à là, ma gang de vous autres, là, OpenAI, tu me crisses ça dehors, puis ça presse. Vous me trouvez une solution. C'est pas vrai qu'on va faire ça pendant 4 ans. Là. Non, c'est sûr. Surtout si c'est le lien vers OpenAI qui est le problème. Là. Oui. C'est ça. Parce que l'application se log dans tes paramètres généraux du téléphone ou du Mac. Il s'est délogué. Fait que tu as tous les outils d'intelligence qui ont besoin de ça ne fonctionnent plus parce qu'ils étaient plus connectés puis que l'application avait planté du côté des OpenAI. Bref, ça promet. Moi, du côté de mes mises à jour à 18.2 puis à Sequoia 15.2, ça m'a demandé de rentrer mon mot de passe sur mon Apple ID iCloud. Je ne sais pas si c'est lié à ça. Là. Oui, il faut se reloguer. Il faut juste se reloguer. Il me redemandait mon mot de passe, puis bon, après ça, tout fonctionnait. Là. Ouais, c'est un moindre mal. Là. Ouais. Là, j'ai perdu ma fenêtre. Bon, voilà. Prochaine fenêtre. 18.2. Wow, Patrice, c'est désormais supporté en anglais Canada. Oui. Ce qui veut dire, là, vous allez me dire, ouais, mais ça change quoi? Moi, j'étais en anglais américain. Ça change tout, Patrice. Et oui. Parce que tes nouvelles, ils ne viendront pas de la même place. OK? Fait que quand vous changez la langue et le pays, ça change
l'information d'où elle te provient. Ouais. Donc, ceux qui sont d'ores et déjà en anglais américain, vous pouvez aller faire le switch pour anglais canadien. Il n'y a pas d'énorme différence dans la langue en tant que telle, mais dans la provenance des informations ou des sources médias qu'on te propose, il y a une énorme différence. Donc, évidemment, le français canadien va venir quelque part en 2025. Premier ou deuxième trimestre. Est-ce que c'est tout pour... Non, il reste macOS officiellement disponible le 15.2. Évidemment, ceux qui sont en France vont devoir encore patienter parce que la version française n'est pas là. Mais pour ceux qui se satisfassent très bien de la version anglaise et qui veulent essayer les fonctionnalités, comme je l'ai dit, vous mettez anglais États-Unis, anglais américain ou anglais canadien et vous allez pouvoir installer toute la panoplie de nouveautés d'Apple Intelligence. Super intéressant. C'est d'ores et déjà disponible. Mettez à jour vos appareils. Toi, tu ne l'as pas encore testé, l'Apple Intelligence? Non, mais j'ai fait ma mise à jour à 15.2 hier. Mes téléphones sont à jour. Apple TV est à jour. Donc, faut que je prenne du temps maintenant. Yes. Alors, c'est tout pour les nouvelles de OS, Patrice.